Bienvenue à notre séance d'information sur l'éclipse dont on entend parler. Puis on a eu vraiment beaucoup de questions dans les dernières semaines. C'est pour ça qu'on en est venu avec l'idée de présenter une petite séance d'information pour que justement les gens puissent avoir des réponses à leurs questions, parce que c'est fou comment les gens, les différentes personnes qui nous abordent ont des questions sur vraiment plein d'aspects différents associés à l'éclipse. Donc, la première chose, je pense, qui est importante, c'est d'expliquer à quoi ça correspond exactement l'éclipse de soleil. Fait que selon l'expérience que vous avez avec les sciences, on va quand même essayer de garder les choses assez simples pour que n'importe qui, même si vous n'avez pas de notion scientifique depuis longtemps, ça va quand même être accessible. Donc, pour que l'éclipse de soleil puisse se produire, ça prend absolument un alignement du soleil, de la lune, puis de la terre, organisé comme ça. Fait que normalement, la terre tourne autour du soleil, la lune tourne autour de la terre, puis une fois de temps en temps, on se retrouve avec un alignement qui fait que quand le soleil envoie la lumière vers la lune, la lune, elle agit un peu comme un obstacle. Donc, ça crée une zone juste derrière la lune, une zone où c'est complètement de l'ombre, où la lumière ne peut pas passer. Fait que si les distances, comme si la Terre par rapport à la Lune se retrouve à une distance assez proche, parce que c'est pas comme un chiffre absolument fixe, la distance, mais si la distance se trouve comme correcte, on appelle ça le cône d'ombre, la partie noire ici, le cône d'ombre va toucher à la surface de la Terre. Donc, si on a la chance de se retrouver dans la région ici sur la Terre où il n'y a absolument aucune lumière en provenance du soleil qui peut se rendre là, on va être dans la zone qu'on appelle d'éclipse totale. Alors que si on est alentour, parce qu'il y a quand même, si on prend la lumière qui viendrait de cette région-là du soleil, la lumière qui s'en va, il y en a une partie qui va être bloquée. Fait que la lumière qui viendrait d'en bas du soleil va être bloquée, alors que la lumière qui vient d'en haut, elle peut se rendre là. Donc, il y a comme toute une région autour de la zone d'ombre totale qu'on appelle la pénombre. Puis quand on se retrouve dans la zone de pénombre, c'est là qu'on va dire qu'on voit une éclipse partielle. Est-ce que tu es en train de dire qu'au moment où on a une éclipse totale, la Lune, elle va éclipser le Soleil? C'est pas mal ça le concept, oui. Puis si la Lune éclipse complètement le Soleil, ça veut dire qu'il y a vraiment, à ce moment-là, à pile ce moment-là, à exactement ce moment-là, il n'y a aucune lumière qui arrive dans nos yeux. Donc, ce qu'on appelle éclipse totale, c'est vraiment quand l'alignement est exactement parfait, que les distances sont exactement parfaites pour que la Lune puisse vraiment bloquer 100% de la lumière qui vient du Soleil. Fait qu'à ce moment-là, juste à ce moment-là, il n'y a aucun problème à retirer les lunettes. Pendant combien de temps? La durée de la totalité. Ouais. Tant que le soleil est complètement obstrué. Donc, tout dépendant, bonjour, tout dépendant où on se retrouve dans le chemin que l'ombre et la pénombre vont emprunter. Il y a des endroits où l'ombre va durer 1 minute, d'autres endroits où l'ombre totale peut durer 3 minutes 20. Puis en fait, le maximum théorique là, que c'est possible avec les vitesses de comment le cône d'ombre se déplace, c'est 7 minutes 40. Ça serait le maximum, mais ce n'est pas toujours atteint à chaque éclipse. Là, pour l'éclipse qui va avoir lieu maintenant, ceux qui vont rester à Laval autour du cégep n'auront jamais accès à... Tu peux peut-être mettre ton diapo. 7 minutes. Même à 0 minute. On n'aura jamais accès... On n'aura pas accès à l'éclipse totale. Pour les gens qui sont à Laval, on va avoir 99,91% du soleil qui va être bloqué, mais ça ne sera pas 100%. Fait que ça veut dire que pour les gens qui sont à Laval, ce ne sera pas vraiment sécuritaire d'enlever les lunettes pendant comme 1 minute. Donc pour les... Ouais, c'est ça. C'est triste, mais en même temps, je veux dire, on va quand même avoir accès à un phénomène auquel on ne pourra pas voir d'autres moments dans notre vie. Là. Donc, pour les gens qui vont rester à Laval,
vu qu'on n'aura pas 100% de la lumière qui va être bloquée, on ne pourra pas enlever les lunettes. Pour les gens qui vont aller, je vais continuer avec la question de M. Robin, pour les gens qui vont être, mettons, sur la Rive-Sud ou à Montréal ou plus dans le coin de Sherbrooke ou tout ça, bien là, il y a moyen, sur Internet, il y a des listes, des tableaux qui disent exactement à quelle ville, pendant combien de temps l'éclipse totale a lieu. Donc, à ce moment-là, si, exemple, quelqu'un est à Sherbrooke puis que l'éclipse dure, je ne sais pas le chiffre par cœur, mettons 3 minutes, ben, ça veut dire que c'est sécuritaire d'enlever les lunettes pendant 3 minutes. Si on est à La Salle, c'est à peu près 1 minute et demie. Si on est à mi-chemin dans Montréal, admettons, dans Antique, t'es à 30 secondes à peu près. Fait que ça dépend de qui. Puis dès que le soleil revient, parce qu'en fait, le processus, c'est qu'il y a le soleil, puis là, la lune passe devant, puis quand elle cache au complet, là, on peut l'enlever. Puis quand après ça, la lune se tasse pour continuer son chemin, puis que le soleil réapparaît, bien là, à ce moment-là, il faut tout de suite remettre les lunettes. Fait que le but, c'est de juste jamais avoir les rayons du soleil qui rentrent dans nos yeux. Fait que dès que le soleil est complètement caché, c'est sécuritaire d'enlever les lunettes. Si le soleil n'est pas complètement caché, c'est pas sécuritaire. Donc, pour les gens qui vont être dans la zone qu'on appelle d'éclipse partielle, ou même pour les gens qui vont être à Sherbrooke, tant que l'éclipse est partielle puis qu'il y a quand même de la lumière qui arrive jusqu'à nos yeux, la lumière du soleil, il faut garder les lunettes. Là, je suis rendue à dire des choses. Cool. On a vu que pendant l'éclipse totale, aucune lumière du soleil ne se rend jusqu'à nous. Pendant l'éclipse partielle, il y aura quand même la lumière qui se rend jusqu'à nous. On n'aura peut-être pas le réflexe de plisser les yeux parce que l'intensité lumineuse va être plus basse, mais les rayons du soleil se rendent quand même jusqu'à nous. Fait qu'on fait attention à nos yeux. Comme on l'a fait tantôt avec la démo des lunettes, les lunettes de protection pour l'éclipse et les lunettes d'arc-en-ciel qui montrent comment la lumière est décomposée, que toi tu connais, que toi tu n'as pas encore vu, fait qu'on va t'en donner une paire. Il faut que tu regardes la lumière. Une des choses qu'on va faire, parce que je trouve que c'est le fun, c'est qu'on va mettre ça sur la caméra. Fait que ce qu'on voit, c'est effectivement la lumière qui est décomposée dans les 4 couleurs qui constituent la lumière du néon. Le soleil va avoir une composition lumineuse qui ressemble un petit peu plus à celle de cette lumière-ci que je vais réallumer. Faites attention à vos yeux. Ceci est brillant. Fait que cette lumière-là, je ne sais pas si tu veux remettre ça sur la caméra, on voit qu'elle est composée d'une lumière continue. Fait qu'on a toutes les longueurs d'onde dedans. Fait que toutes les longueurs d'onde, donc ça implique toute la lumière visible, mais ça implique aussi la lumière infrarouge qui est associée à la chaleur émise par le soleil. Fait qu'on s'entend quand on est au soleil, on prend en bain de chaleur, on le sent la chaleur du soleil, elle se rend quand même jusqu'à nous, que ce soit aujourd'hui ou pendant l'éclipse. On a toute la lumière infrarouge, ça c'est ce qui nous donne des coups de soleil. Ultraviolet, merci beaucoup. La lumière ultraviolette, ça c'est ce qui nous donne nos coups de soleil, c'est ça qui fait en sorte qu'on va peler et qu'on fait dur quand on est touriste à l'extérieur. Les coups de soleil. Le rouge au mort et de tendance. Ouf. Non. C'est que ces lumières-là font partie, si on veut, de l'arc-en-ciel élargi. Fait qu'on a les lumières visibles et ce qui précède et ce qui suit les lumières visibles. Le soleil, je vais enlever ça parce que je suis aveugle, émet le visible, comme on l'a vu, ça se rend jusqu'à nous. Ça, c'est la partie qui nous éblouit, c'est ça qui fait en sorte qu'on ferme les yeux au moment où on voit le soleil. Ou qu'on a envie de regarder ailleurs, et c'est ça qui fait en sorte qu'on a comme des taches aveugles après avoir regardé une source lumineuse trop intense. L'ultraviolet se rend aussi jusqu'à nous, et va avoir tendance à soit nous donner des coups de soleil, mais va avoir des effets sur nos yeux qu'on va discuter en longueur dans ce qui suit. Et la chaleur a un effet de cuisson. Puis je vous demande juste de garder en tête le blanc d'œuf. Puis on va faire des parallèles avec les yeux dans pas l'eau. Oui, je sais de quoi tu parles. Parfait, je te laisse parler de ça. Est-ce qu'on peut dire une vidéo des
c'est dégueulasse dans l'écran. Tu peux facilement cuire un œuf avec une loupe. Si tu veux, absolument. Tu peux aussi cuire ton œil avec une loupe. Si ça t'intéresse particulièrement. S'il te plaît, ne fais pas ça sur le territoire du cégep. Sur ça, les informations pertinentes, Sylviane. Quand on nous a demandé de préparer la présentation, on nous a aussi dit que ça serait le fun que les gens puissent avoir une petite idée de ce que ça va faire comme conséquence sur les yeux si jamais on décide de regarder le soleil. C'est sûr qu'on ne vous encourage pas à regarder le soleil, mais ce qu'on n'a pas exactement dit, c'est que quand l'éclipse va être partielle, comme tout le temps à Laval, c'est pas 100% dangereux de retirer les lunettes pendant comme 3-4 secondes. Fait que si vous enlevez vos lunettes pendant 3-4 secondes, juste pour comme jeter un petit coup d'œil, peut-être voir les planètes qui vont être visibles, parce que pendant cette journée-là, on va pouvoir voir, mettons que le soleil est ici, on va voir Vénus puis Jupiter. Fait que, le fait d'enlever les lunettes va quand même permettre de voir quelques petits trucs de plus. Fait qu'il ne faut pas paniquer si, par accident, vous regardez le soleil pendant 3-4 secondes. L'important, c'est juste de ne pas le fixer parce que, comme Lydia a dit, on n'a pas de réflexe pour que nos yeux se ferment automatiquement quand c'est les rayons ultraviolets et quand c'est les rayons infrarouges qui rentrent dans nos yeux. Donc, on n'a pas de réflexe, on n'a pas la sensation de douleur. Donc, on ne va pas instinctivement détourner le regard quand c'est de la lumière infrarouge ou ultraviolette qui rentre dans nos yeux. Puis, l'autre danger avec les éclipses, l'autre danger en regard de l'œil, c'est que comme la luminosité va beaucoup diminuer, il y a quand même un gros pourcentage de la lumière du soleil qui ne va pas venir jusqu'à nous, ben, notre œil va faire comme dans n'importe quelle situation d'obscurité, la pupille va se dilater. La pupille, c'est l'espèce de trou ici par lequel la lumière rentre. Puis plus il fait sombre, plus la pupille se dilate pour laisser rentrer le peu de rayons de lumière qui passent par là. Donc, quand l'éclipse va être assez avancée, puis qu'il va y avoir une bonne partie du soleil éclipsé, notre pupille va, naturellement, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, va se dilater de façon à laisser entrer plus de lumière. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de rayons infrarouges puis plus de rayons ultraviolets qui vont aussi rentrer par là. Puis ces rayons-là ont un impact sur les différentes composantes de notre œil. Le but, c'est pas d'être alarmiste. Le but, c'est juste de pouvoir, tu sais, si les gens vous posent des questions, parce que là, vous allez pouvoir répondre aux questions, si les gens posent des questions, vous allez un peu savoir quoi dire par rapport à pourquoi c'est dangereux. Il y a 4 parties de l'œil qui sont plus susceptibles d'être affectées. Il y a la cornée, qui est l'espèce de couche extérieure ici, qui est la première zone de contact, si on veut, là où la lumière va rentrer. Ensuite de ça, il y a le cristallin, qui est comme une espèce de lentille, là, de forme un peu biconcave, qui va aussi jouer le rôle de prendre la lumière puis de l'envoyer sur la rétine. Donc, en gros, les différents morceaux de l'œil prennent la lumière qui passe par là, puis va la focaliser sur la rétine, parce que sur la rétine, on a les détecteurs qui vont envoyer l'information par le nerf optique au cerveau, puis reconstituer tout ça en images. Donc, les 4 morceaux importants, la cornée, le cristallin, la rétine, qui est comme notre écran finalement, puis le milieu qui est entre tout ça, qui s'appelle le corps vitré. Fait que chacun des milieux peut être blessé d'une façon. Pour la cornée, c'est surtout les rayons ultraviolets qui sont plus dommageables. Le ultra dans ultraviolet, ça veut dire que c'est comme plus énergétique que la lumière violette. Fait que c'est entre autres pour ça que ça peut nous causer des coups de soleil ou brûler notre peau. Fait que c'est exactement ça qui arrive avec la cornée. Si les rayons ultraviolets arrivent en trop grande quantité sur la cornée, ben ça va comme faire un coup de soleil sur la cornée, ce qui peut quand même être assez douloureux. Puis les conséquences de ça, c'est comme on a l'impression qu'on perd un peu la vision ou on voit un peu flou. Ensuite de ça, pour les effets sur le cristallin, là, ça va être pas juste les rayons ultraviolets, mais les rayons bleus et violets, qui sont quand même parmi les plus énergétiques, si on veut, dans toutes les sortes de lumière. Eux, ils vont, ces rayons-là, si
il passe à travers le cristallin en trop grande quantité, ça cause comme des vieillissements prématurés dans l'œil, puis ça peut mener à développer des cataractes plus rapidement que, mettons, juste le fait d'avancer en âge puis de vieillir. Cataracte, c'est quand le cristallin, notre lentille, qui normalement devrait être transparente pour laisser passer la lumière, mais ça devient comme un peu opaque, fait qu'on voit de moins en moins. Ces effets-là ne vont pas apparaître tout de suite. Vous n'allez pas comme arrêter de regarder l'éclipse puis dire « Ah, je pense que j'ai une cataracte ». Vous allez plus comme, mettons, ça va avoir un effet cumulatif qui fait que dans quelques années, ben, au lieu d'avoir des cataractes, mettons, à 75 ans, vous allez peut-être les avoir à 60 ans. Ensuite de ça, tout l'espace comme à l'intérieur de l'œil, c'est une espèce de liquide un peu visqueux, un peu gélatineux. Puis son rôle le plus important, à part le fait de permettre la transmission, c'est de pousser sur les parois. Visqueux, gélatineux, transparent, comme un blanc d'œuf. Exactement, comme un blanc d'œuf. Mais ça fait aussi pousser sur les parois pour faire coller la rétine sur le fond de l'œil. C'est ça qui maintient un peu, comme si on veut, la structure de l'œil, la rigidité de l'œil. Lui, ce petit liquide-là, le corps vitré, est surtout sensible aux rayons infrarouges. Donc, imaginez que s'il y a trop de rayons infrarouges qui rentrent dans votre œil, ça fait comme la cuisson du blanc d'œuf. Et ça fait faire comme des petits motons là, dans l'œil. C'est pas, mettons, recommandé pour bien voir. Donc, comme Lydia a dit tantôt aussi, les rayons infrarouges sont beaucoup associés au dégagement de chaleur. Donc, c'est ça, ça fait chauffer, là, comme le blanc d'œuf. Ça peut faire coaguler l'humeur vitrée. Et la conséquence aussi de ça, autre que d'avoir des motons dans notre œil puis de ne pas bien voir, c'est que ça fait décoller la rétine. Il peut y avoir comme des fuites de liquide qui vont s'insérer entre la rétine puis le restant de l'œil. Puis encore le décollement de la rétine, ça n'aide pas à mieux voir. J'ai oublié que je voulais dire. Ultraviolet, ça veut dire plus énergétique que le violet. Infrarouge, ça veut dire comme moins énergétique que le rouge. Finalement, pour la rétine, c'est comme tout ce qui contient nos détecteurs qui vont dire oh, on voit du rouge, on voit du jaune, on voit du bleu. Donc, ça contient les cellules qui vont nous permettre de décoder les signaux de lumière qu'on reçoit. Puis, on a des détecteurs sensibles à tout ce qui est lumière visible. On n'a pas de détecteur pour les ultraviolets. Ça veut dire que si on nous bombarde de lumière ultraviolette, on n'aura pas le réflexe de fermer les yeux parce qu'on ne va pas le sentir que les rayons ultraviolets arrivent dans notre œil. Mais ça reste que s'il y a trop de visible ou trop de rayons ultraviolets, ça finit par créer des lésions, des brûlures sur ces cellules-là. Rétinopathie solaire, ça veut dire, solaire, c'est à cause du soleil. Rétinopathie, maladie. Fait que ça crée comme une maladie de la rétine qui fait que les cellules vont comme tranquillement mourir à cause des rayons. Donc, puis ça, sur le coup, on le sent pas parce que justement, il n'y a pas comme de récepteur de douleur à cet endroit-là dans l'œil. Fait que le but, tu sais, comme on a dit au début, c'est pas tant de penser que si vous avez par accident 4 secondes où vous êtes que vous regardez le soleil, c'est pas de paniquer, c'est juste d'être conscient que si vous voyez quelqu'un à côté de vous qui a l'air de ne pas mettre de lunettes puis qui regarde le soleil pendant 30 secondes, il faudrait peut-être y rappeler que son œil est en danger. On va parler de manière sécuritaire de faire des observations. Fait que une des manières sécuritaires de faire l'observation, c'est de mettre des lunettes de protection sécuritaire. On est rendu dans le lunettes sécuritaire. Il faut que les lunettes soient certifiées. Fait que sur les lunettes, on a notre fameuse certification. La certification, c'est celle, je pense qu'elle est partout sur les internets, fait que je peux la dire, je peux ne pas la dire, vous l'avez tous entendu, là, 1, 2, 3, 4, 12-2. 1, 2, 3, 12-2.
La manière que ces lunettes sont faites, c'est pour bloquer autant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge. Fait que ça, c'est des lunettes qui sont conçues pour bloquer la totalité de ce spectre-là. À 99,999% pour la totalité de ce spectre-là. Pas juste pour le visible, tout. Fait que ceci est conçu pour être sécuritaire pour vos yeux. Une autre chose qui pourrait être aussi sécuritaire, c'est des lunettes, des protecteurs, par exemple pour les photos, pour les gens qui vont aller photographier le soleil, ils ont des filtres spéciaux qui peuvent être utilisés, ils sont conçus pour regarder le soleil. Ça, c'est une des possibilités. Un autre, c'est des protecteurs pour les soudeurs avec une opacité plus élevée que 14. Fait que si vous avez une opacité qui n'est pas assez élevée, c'est trop transparent, ça revient à la même chose que les lunettes de mauvaise qualité qui ne bloquent pas assez de lumière, donc ce n'est plus sécuritaire. On s'entend que la seule raison pour laquelle on a des lunettes pour regarder l'éclipse, ce n'est pas parce que lors de l'éclipse, le soleil devient wild. C'est pas ça qui se passe. Aujourd'hui, si on sort dehors et qu'on regarde le soleil, les dangers sont exactement les mêmes que la journée de l'éclipse. Fait que si tu veux vérifier tes lunettes et sortir et regarder le soleil n'importe quelle autre journée, c'est une très bonne idée avec les lunettes. La seule différence entre le moment d'observation de l'éclipse et aujourd'hui, c'est que tu veux regarder l'éclipse. Tu as envie de regarder ce qui se passe vis-à-vis du soleil. C'est la seule chose qui est différente. C'est pour ça qu'on veut protéger nos yeux pendant qu'on fait ça. C'est juste une manière de regarder le soleil parce que soudainement, on a le goût de le faire de manière sécuritaire. J'ai dit des choses pertinentes? Parfait, on continue. Admettons que tu fais partie des gens qui sont moins bien informés, voici des choses à ne pas faire. Par exemple, si ton ami te dit « Écoute, j'ai des lunettes de soleil de bonne qualité, j'ai payé 300$. » Tu peux lui rappeler que les lunettes de soleil ne bloquent pas 99,999% de tous les spectres du soleil. Ça bloque une bonne portion de la lumière visible. Oui, mais madame, si je mets 4 paires de lunettes une par-dessus l'autre, en tant que prof de physique, je vais t'inviter à calculer le pourcentage de lumière bloquée. Et sincèrement, 4, ça ne fait pas la job. Que ce soit pour la lumière visible, mais c'est encore pire pour les UV et c'est encore pire pour les infrarouges. Les lunettes de soleil ne sont pas conçues pour bloquer les infrarouges. Elles bloquent un petit peu de certains UV, mais pas toutes. Ça bloque toutes. À 99,999%. Donc, toutes les autres, si on veut, méthodes que vous avez entendues, que vos grands-parents, c'est même qui le regardaient et qui ne sont même pas aveugles, ben, tant mieux. C'est pas parce que tu as pris des risques que c'est une bonne pratique à avoir. Fait que boire de la vitre avec de la suie dessus, ou on a entendu plein de choses intéressantes, genre regarder l'éclipse à travers une fenêtre. Non, ça marche pas. À travers les pellicules photo, à travers les pellicules des radios qu'on faisait à l'époque sur les grosses trucs de radio, de photos rayon X. C'est ça, les pellicules de photos rayon X, là, ça a déjà été utilisé pour regarder l'éclipse solaire. Ce n'est pas suffisant, selon les normes nécessaires. Quoi d'autre? Je pense que j'ai dit le plus gros. Il y en a qui veulent regarder avec leur téléphone, mais encore là, c'est ça non plus. S'il n'y a pas de filtre spécifique, de regarder par le téléphone, c'est pas une bonne idée. Ben, en fait, la seule chose, c'est que si tu bloques complètement le soleil avec ton téléphone, ben, tu n'es pas en train de regarder l'éclipse, mais ça peut aussi brûler ta caméra. Fait que ceci, comment... Il faut avoir une petite pellicule par-dessus le téléphone. Il y a des filtres qui se montent. Ceci est aussi une très bonne pratique. Ça marche très bien. La photo précédente, c'est exactement ça qui a été fait. Cellulaire, lunettes. Ça marche. Admettons que vous n'avez pas de lunettes de certifiées, mais que vous avez envie de voir l'éclipse quand même.
il reste deux options. La première, c'est un phénomène qui s'appelle sténover. C'est le processus de regarder l'éclipse, donc regarder une source de lumière à travers un petit trou. Il y a toujours le moyen de construire une boîte, on voit la projection, on voit l'éclipse, c'est quand même cool. Mais ça implique du bricolage. On peut être paresseux dans la vie, c'est totalement justifié. Vous pourriez prendre un filtre à café, une passoire, une feuille que vous écrivez votre nom dessus avec des petits trous. Vous pouvez faire ça. Puis ensuite, vous le mettez à la lumière du soleil qui est derrière vous et vous voyez la projection au sol de l'éclipse, un peu de cette manière-là, mais à la place d'avoir un écran à l'intérieur d'une boîte, ben, ça va être le sol, votre écran. Fait que vous pouvez avoir votre nom écrit en éclipse. C'est quand même très comme Instagrammable. C'est définitivement un verbe. Est-ce que M. Robin aurait une question? Il n'a pas l'air de saisir ou il a l'air dubitatif? Ouais, c'est la partie de la feuille qu'on écrit notre nom. Avec des petits trous. Okay. Comme si tu prends une épingle et tu perces ton nom. R-O-B-I-N. Puis là, tu le mets au soleil, t'as Ouais. C'est ça. Exactement. Là, ça va être écrit Robin en petit En soleil, ouais. en petit éclipse. C'est quand même cool. T'as quand même d'avoir hâte de le faire. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai hâte de le faire. Moi, je préparais la feuille avant, par contre. Ben, considérant le fait que la partie de pénombre dure plus que 2 heures, tu peux le préparer avant, pendant, tout le temps. Par contre, sachez que pendant l'éclipse, il y aura une méchante débarque de température. Fait que ça se peut que vous ayez froid. Fait que ton nom, tu pourras peut-être l'écrire en tchèque aussi. Ça, c'était prêt. Mais il me semble que j'ai su aussi pour une autre affaire, comme ils vont avoir une éclipse, surtout dans Montréal où ça va être 100%. Ça se peut que les lumières de rue, S'allume, oui! Mais si on veut parler des phénomènes autres par rapport à l'éclipse, ben, je veux dire, on a définitivement des diapos de surplus, mais il y aura les lumières qui s'allument effectivement parce qu'elles fonctionnent avec des détecteurs de luminosité. Fait que dès qu'il fait assez sombre, les lumières s'allument automatiquement. Pendant l'éclipse, ça va pouvoir se passer. Une autre affaire, c'est qu'il va faire beaucoup plus froid. Fait qu'il fait plus noir, il fait plus froid. On s'entend qu'on a l'impression que Lord Voldemort vient de se pointer derrière ton épaule et qu'il te regarde. Fait que ça vient avec un bon petit sentiment de panique. Puis comme, tu comprends ce qui se passe, mais comme il y a quand même un petit sentiment de panique qui est quand même... J'ai hâte, là. Fait que ça va s'en venir. Puis après que le soleil sera revenu, tu pourras te poser plein de questions existentielles. Fait que ça va faire partie des choses intéressantes à observer. Et ça, c'est observable même s'il y a des nuages. Fait que l'obscurcissement, la débarque de température va avoir lieu même s'il y a des nuages. Ça va être cool. Et autre chose, ah oui, ça se peut que les animaux, il fait noir, les animaux diurnes dans le noir, ils vont se coucher. Fait que les animaux vont se comporter de manière bizarre. Ouais, c'est ça que j'ai su en 2017 en Australie. Oui. C'est cool! Et dans un zoo, les gorilles sont allés se coucher. Oui. Les girafes sont partis à courir. Les écureuils vont capoter, ça se peut que les chauves-souris sortent. Ouais. C'est comme... Ben, ils sont en fin d'hibernation. C'est bien fâche. Mais d'autres exemples d'animal nocturne. Des oiseaux de proie qui chassent la nuit. OK. Mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites lors des éclipses sur l'effet que la baisse de luminosité a, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui se font en lien avec l'espèce de cycle naturel de notre corps, sommeil, réveil, puis même jusqu'aux petites algues dans l'océan ou le zooplancton dans les mers est affecté par les éclips. Là. Normalement, ils remontent à la surface la nuit, mais là, pendant les éclipses, ils remontent à la surface, même si c'est pas la nuit. Fait que c'est pas juste comme c'est pas juste le rythme normal du matin, on se lève, puis du soir, on se couche, qui a l'air de diriger le comportement de ces espèces vivantes-là. Mais ça se peut aussi que les fleurs ferment. Ouais, ben oui. C'est bon pour les pêcheurs. Ouais, il y a plein de phénomènes, des petits trucs subtils qui se passent bizarres autour de toi, puis t'es comme ceci est un événement extraterrestre. C'est quand même cool. Une autre manière de faire l'observation, c'est avec des projections,
diffusion en direct, j'ai un petit peu perdu mon mot. Il y a la NASA qui va en faire, il y a plusieurs autres diffusions en direct, ou bien sinon vous pouvez suivre vos amis qui vont probablement poster des photos. Entre autres, le club d'astro qui vont prendre, moi dans ta direction parce que tu fais partie des organisateurs, mais le club d'astro qui vont prendre plusieurs photos de différents angles avec les bons filtres et tout et tout. Fait que ça va être le fun à suivre également. Est-ce qu'il va y avoir blogué quatrième sur le toit? Non, il y a certains qui vont aller à Montréal, en fait. Pour voir qui sont chez eux. Parce que là-bas, l'éclipse dure 3 minutes. C'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, puis malheureusement, le toit ne peut pas accueillir tant de personnes que ça. On est comme limité à 50 quelques personnes sur le toit. Donc, c'est un peu difficile d'inviter tout le monde à faire le party sur le toit. Le lundi. Hein? Mais, pour les informations supplémentaires, nos étudiants en astrophysique dans le programme de sciences de la nature vont avoir des kiosques pendant la journée du 8 avril. Fait que s'il y en a qui sont intéressés ou si vous voulez faire circuler l'information, il va y avoir 5 kiosques différents. Chaque kiosque va traiter de sujets différents. Donc, si vous avez des questions justement sur un peu plus de détails, c'est quoi les différents types d'éclipses? Parce que là, on va parler des éclipses totales, partielles, mais il y a d'autres sortes que ça. Sur des histoires, parce qu'il y a tout un aspect très mythique, social. Les gens, il y a 1000 ans, là, quand ils voyaient l'éclipse solaire, là, eux, ils ne comprenaient pas, c'était pas nécessairement connu dans la culture scientifique. Les scientifiques le savaient, mais les gens n'avaient pas nécessairement, les paysans n'avaient pas nécessairement une culture scientifique. Donc, les gens voyaient l'éclipse, puis ils paniquaient, là, comme quelqu'un qui enlève le soleil, c'est pas le fun. Est-ce qu'il va revenir? Donc, il va y avoir un kiosque avec ce genre d'histoire-là. Des kiosques aussi sur les yeux, protection, effets sur les autres organismes vivants, observation sécuritaire. Donc, vous êtes invités à venir bombarder les étudiants d'astrophysique de questions. Puis, on va aussi monter le planétarium gonflable au département de physique et géologie. Nous avons un planétarium qu'on peut brancher à un genre d'aspirateur géant. Puis, à l'intérieur, c'est un dôme complet, on peut rentrer à l'intérieur. Puis, on a un projecteur qui diffuse sur la voûte sphérique du planétarium. Il diffuse ce qu'on peut voir. Donc, on met un programme qui dit c'est quoi les étoiles, constellations, planètes qu'il y a dans le ciel. Fait qu'on va faire des animations aussi à l'intérieur du planétarium gonflable. S'il y en a qui sont intéressés, alors il faut essayer de me trouver lundi, puis je vais être à l'Agora avec les étudiants d'astro ou dans le planétarium. Fait que vous pourrez avoir des petites visites privées pour ça. L'Atrium, c'est du bloc D en L'Atrium, c'est le nouveau bloc D dans la partie la plus basse, qui est justement... En fait, toi, t'as des tables de cafétéria. Ouais. Et ils vont les enlever à l'IS. Oui, c'est ça, mais l'avantage, c'est que c'est assez haut, fait qu'on peut mettre le dôme. Il va être assez impressionnant, là. Moi, on peut l'avoir vu souvent, là. De planétarium? Oui, je l'ai vu souvent. Mais, De l'extérieur ou de l'intérieur? De l'extérieur. Ah, mais il faut aller à l'intérieur. Parce qu'il fait tout le local jusqu'au plafond. Oui, Oui, c'est ça. c'est un plafond surélevé, comme ici, ça rentre pas. C'est quand même assez haut. C'est ça le local, tu peux le faire. Ben, on a fait faire le plafond du labo d'astrophysique pour que ça rentre justement là. Ça fait figure out comment ce soit pas aussi fou qu'on a donné. On règle ce problème sur la mise au point du projecteur. Observation sécuritaire. Faites ça! Regardez de façon sécuritaire l'éclipse. Ne manquez pas cette occasion. C'était convaincant. Ouais. Oui, pas grave. Alors, on est vraiment très ouverte à toutes vos questions. En fait, on veut vraiment des questions. S'il vous plaît, donnez-nous des questions. Oui, monsieur Éric. Ah oui? Je me demandais, je suis en automobile, je m'en vais d'un point A à un point B, j'ai des lunettes de soleil standard, il fait noir. On continue à conduire de façon normale, je pourrais mettre une lunette que je vois absolument rien. C'est lorsque je fixe le soleil que je dois absolument avoir ce type de lunettes-là, j'imagine. Exactement. Ah, d'accord. 100%, monsieur Éric. Exactement. Pourquoi conduire pendant l'éclipse si tu sais quand ça va arriver? Parce que tu travailles, tu fais d'autres choses, tu Ouais. regardes un éclipse.
Mais effectivement, c'est une bonne question. Puis comme dans n'importe quel moment dans notre vie de tous les jours, je veux dire, on va dehors, on tourne le gazon, on ne met pas nécessairement des lunettes de soleil. Là. Tout à fait. Ou on va en vélo. C'est juste qu'en temps normal, on ne va pas fixer le soleil parce que nos yeux vont comme automatiquement se plisser, on va détourner la tête, on ne va pas le regarder le soleil parce que c'est pas confortable. Alors que là, quand il va faire noir, on n'aura pas ce réflexe-là. Fait que le danger, c'est de le regarder sans avoir le réflexe de fermer nos yeux. En plus d'avoir la pupille dilatée qui va juste accueillir davantage de rayons ultraviolets et infrarouges. Mais pour n'importe qui marche jusqu'au métro, qui continue à arracher ses mauvaises herbes, puis qui conduit sa voiture, il n'y a absolument aucun danger, pas plus que pendant une journée ensoleillée du mois de juillet. Là. C'est à ce moment-là, tu vas trouver les autres fatigants, les autres autos fatigants qui vont allumer leur lumière en plein jour. Justement, les pare-brises d'automobile, il y en a qui ont un début de vitre teinté. Est-ce qu'elles sont aussi sombres que ça? J'imagine que non. Probablement, parce qu'à voir qu'est-ce que ça coupe ça comme lumière, je ne serais pas en sécurité de conduire avec ça sur mes yeux. Et on s'entend, ça c'est pas la protection suffisante. Et c'est quand même opaque. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas la protection suffisante. Donc ça, c'est des vieilles lunettes qui n'ont pas une protection suffisante, puis on voit quand même à peine au travers. Donc le pare-brise de voiture est clairement pas suffisamment opaque pour être protecteur. En fait, il protège moins que les lunettes de soleil, puis les lunettes de soleil, c'est pas suffisant. Okay. Autre question. Est-ce qu'il serait sécuritaire de circuler sur l'autoroute, sachant que d'un coup, il va faire noir et que les gens vont à 90 km/h sans leur faire aller? Ça va pas arriver d'un coup. C'est quand même quelque chose qui arrive plutôt graduellement, premièrement. Deuxièmement, est-ce que circuler sur l'autoroute, c'est sécuritaire? C'est le plus dangereux, c'est les autres autos qui vont pouvoir faire des manœuvres pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. Le pire, c'est quelqu'un qui fait ça pendant qu'il conduit. Ça, c'est ça reste à l'autre sur l'autoroute à ce moment. Mais c'est pas une bonne idée. C'est pour ça que je passais le commentaire. C'est pas une bonne idée d'être sur la route ou en déplacement pendant l'éclipse. Mais il va probablement avoir beaucoup moins de déplacements qu'à l'habitude parce que justement, les gens sont de plus en plus informés que ça va se produire, que l'éclipse va se produire, puis les gens sont déjà en train de penser à où je vais être pendant l'éclipse. Donc, il n'y aura peut-être pas tant de monde que ça, on espère, sur les routes. Puis en plus, comme Lydia a dit, ça va arriver de façon graduelle. Il y a peut-être comme les 3-4 minutes avant puis les 3-4 minutes après qui vont être un peu plus sombres, mais pendant ce temps-là, tu vas voir la luminosité décroître. Fait que si tu as moindrement un peu de gros bon sens, tu vas les allumer tes phares, ainsi que les autres conducteurs. Toi, j'ai pas de doute. Mais pour les autres... Là, en ce moment, le soleil, là, c'est nuageux. Ouais. Mais si je me fie aux autres journées d'habitude, là, il est rendu 4 heures, j'imagine qu'il doit être là environ à 3 heures, 2h30, il devrait être sud-ouest, sud-ouest, ouais. Il devrait être sud-ouest, puis là, tranquillement, il devrait monter à 4 heures en ce moment, il devrait être. Non, centré, je crois. Il y a un site internet qui te dit exactement l'angle du soleil en fonction de ta position à Montréal. Ouais. Fait que ça se trouve exactement où ça se trouve. Fait que où le soleil sera le jour de l'éclipse, c'est définitivement des choses qui se vérifient sur internet. En fonction de votre choix d'observation, choix de lieu d'observation. Mais en étant sur le terrain synthétique, on a quand même accès, on devrait pouvoir aller sur le terrain synthétique sur lequel nous n'avons pas le droit de faire de sport, mais sur lequel nous pourrons faire le piquet et regarder le soleil. Il y a quand même une bonne ouverture. Là. Il y a une bonne visibilité. C'est dégagé. C'est assez dégagé. Donc, t'as une question? Je voulais juste savoir, tu avais mentionné comme quoi on allait pouvoir voir les deux planètes lors de l'éclipse. Je voulais savoir, est-ce que j'ai entendu parler du fait qu'il allait avoir aussi la visibilité d'une comète? Oui. Ouais. Fait que quand le soleil... Le soleil sera obstrué pendant la totalité. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir Vénus.
on va voir Jupiter, qui vont être comme relativement proches du Soleil, et enlignés. Et avec des jumelles, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que juste à côté de Jupiter, il y a une comète qui va être à son maximum de visibilité le 22-23 avril. Et encore une fois, elle va être à son maximum de visibilité. Elle va revenir autour de la Terre au mois d'août. Fait qu'on va la voir à plusieurs reprises. Mais imagine, pendant l'éclipse, tu vois 2 planètes et une comète. Faut chercher dans ce coin-ci. Avec sa petite queue de comète, là. Les autres sont-ils juste trop loin pour qu'on puisse avoir la face? Les autres astres qu'on peut voir ici. On va voir seulement les trucs les plus lumineux, parce que ça va être comme la pénombre, ça va être comme juste après le coucher de soleil, que t'es pas encore dans le noir complet. On va peut-être commencer... Sirius. Ouais. Dépendant s'il est assez levé à ce moment-là, mais... On va voir les étoiles les plus brillantes. Donc, fort possiblement Sirius, mais tu sais, il va peut-être avoir quelques points, mais honnêtement, le monde va plus en général regarder vers le soleil que le reste. Là. Mais on redit ce qu'on a dit tantôt, même si à la Terre, on n'aura pas une éclipse totale, ça va quand même être OK d'enlever ses lunettes, de juste pas regarder le soleil et d'essayer de voir tout le reste si on arrive à percevoir des petits points d'étoiles ou même, tu sais, je vais probablement enlever mes lunettes pour regarder Jupiter puis Vénus. Mais je vais juste pas regarder le soleil direct. C'est ça. Il y a 2 ans, il y a l'alignement des planètes au mois de juin, à la semaine du 19 au 22, quelque chose comme ça. Il y avait l'alignement des planètes qu'on vient voir au mois de juin. Oui, il y avait effectivement le 4 planètes alignées, toute une narration de l'autre. Moi, j'avais la chance de les voir, je les voyais au lever à la partie tombée de la nuit puis au lever du soleil. Ben, Vénus, c'est souvent au lever du soleil. Un autre phénomène qui peut être vraiment intéressant à observer pendant l'éclipse, c'est que ce qu'il y a de particulier avec cette éclipse-là, c'est que la Lune n'est pas trop proche de la Terre, fait qu'elle ne va pas camoufler toute la couronne solaire. Et en ce moment, le Soleil est dans une de ses plus grandes activités magnétiques. Fait qu'on va voir toutes les tempêtes solaires et tous les champs magnétiques qui vont éclater. Fait qu'il y a des bonnes chances de voir des protubérances à l'extérieur de la Lune. C'est le terme astronomique qu'on utilise. Fait quand tu as une tempête solaire qui est en train d'exploser, on peut le nommer comme ça, dans le contexte, oui. Fait que ça va être aussi des choses qui vont être visibles relativement à l'œil nu, parce que c'est des phénomènes assez massifs, là. Un seul arc de champ magnétique qu'on peut avoir la taille de la Terre. Fait que juste... Ça va être cool à voir aussi. Mais protubérance qu'on peut observer, ça serait à l'œil nu quand l'éclipse est totale seulement. Oui. Exactement. Fait que pendant la totalité, la raison pour laquelle on peut l'observer à ce moment-là, c'est qu'à elles tout seules, elles ne sont pas assez brillantes pour être vues quand le soleil est là, parce que le soleil nous aveugle tellement qu'on ne voit pas ces phénomènes-là, alors que quand le soleil est caché tout juste, on peut voir tout ce qui se passe autour, comme dans l'atmosphère solaire. Dans l'atmosphère solaire. Oui, sauf qu'on Paul va le voir à l'avant. On va aller à Montréal. Je pense pas qu'on verra à Laval, effectivement. De toute façon, il faudra enlever les lunettes, regarder le soleil, puis pour les distinguer, peut-être qu'il faut laisser... Oui, ben c'est ça, mais il faut laisser notre œil s'habituer à la noirceur, parce que dès qu'on va enlever les lunettes, mais il va falloir qu'il y ait comme une adaptation. Là, mais quand tes lunettes, tu es adapté à la noirceur, quand tu vois à travers les lunettes. Oui, c'est vrai. Mais il va falloir comme s'adapter à ce qu'on voit, puis comme il faut les chercher, il faut savoir ce qu'on voit. Fait peut-être que ça va impliquer de regarder le soleil un peu plus que 4-5 secondes. Je sais pas. C'est une hypothèse que je fais, mais je suis pas sûre que je vais me risquer. Ça va devenir un peu pour de persévérance. Ouais, c'est ça. Ouais. J'attendrai la prochaine éclipse totale en 2005. 2007. 35. 2007? C'est dans le passé. Mais l'annexe 1. Oui, monsieur. Tristan. C'est sécuritaire de regarder l'éclipse soit partielle ou totale, mais avec des jumelles par-dessus les lunettes.
Ou l'effet de look va... Les jumelles, pendant la totale, pendant la totalité, quand il n'y a aucune lumière du soleil, c'est sécuritaire. Avec les jumelles plus les lunettes, ben, j'imagine que si Les jumelles concentrent la lumière. Ouais, mais il faut mettre ça. Si tu mets les lunettes à l'extérieur. Ben, tu les mets sur tes yeux comme les lunettes d'habitude, puis là, tu mets tes lunettes en premier, puis après ça, tu prends les jumelles. C'est sécuritaire quand même aussi. Ouais, j'aurais fait le contraire. Les deux, ça change rien, mais les deux, c'est juste que je recommanderais contre. Parce que si tu veux, les jumelles vont concentrer la lumière, fait que tu vas avoir encore plus de lumière parce que les jumelles vont le ramasser. Fait que tu veux, tu as accès à plus de lumière, fait que tu veux bloquer un plus grand pourcentage pour ne pas te mettre à risque. Fait que seulement les lunettes, ce serait pas assez si tu veux en plus mettre des jumelles. Ça, ce serait ce que j'aurais à dire. J'aurais aussi peur, comme pour les gens qui ont des lunettes de correction de la vue, mettre les lunettes pour éclipse solaire par-dessus, c'est plus ou moins recommandé. Ce que les gens recommandent, ce que les optométristes recommandent, c'est d'enlever les lunettes de correction de la vue puis de mettre directement les lunettes de protection pour les éclipses solaires pour être sûr qu'il n'y a pas de petits trous, que ça puisse pas rentrer, que la lumière ne puisse pas rentrer sur les côtés, parce que des fois la superposition des deux, que la superposition des deux peut faire que la lunette de protection ne va pas bien couvrir l'œil. Fait que je sais qu'il y a des recommandations par rapport à ça. Fait que je ne sais pas si avec les jumelles, il y aurait le même risque aussi d'être mal protégé. Quand les jumelles sont protégées, mais pas ton œil. Je sais pas. C'est pour ça que je l'avais mis juste avant tes yeux, comme ça. Ouais. Si tu bouges la jumelle, ça rentre pas dans tes yeux. Parce que tu as la lentille, moi je dirais que c'est pas ce problème. Ok. Ouais, je te dis pour les lunettes, genre, mettons, si je mets mes lunettes et que je vais, genre, les lunettes de même, ça marche pas. Mettons, je mets ça en dessous. On est sûr que ça couvre entièrement. Encore une fois, parce que c'est une lentille et qu'elle pourrait être convergente. Parfait. Mais en même temps, c'est toi qui sais c'est quoi ta correction de la vue. Est-ce que tu as des lentilles convergentes ou divergentes? Convergent, c'est myopie ou. Là, il faut que je m'en rappelle. Convergente, Presbyte, quelle c'est pour qui voir de passe? proche. Myopie, c'est de loin. Ouais, c'est ça. C'est probablement hypermétrope que c'est des lunettes convergentes. Presbyte. Ben, presbyte et hypermétrope. Du coup, myope, c'est divergent. Ouais. Ah, du coup, je sais, je suis même. Toi, t'es safe. Ah, ok, je peux voir la triconisation. Mais tu sais, il faut juste s'assurer que. Genre, mettons, si je L'œil mets ça quand en même. dessous puis que je mets ça par-dessus, c'est chill. Ben, tant que tu t'assures, tant qu'il y a la conscience que la protection est complète et que la lumière ne peut pas rentrer sur les côtés. Yeah, ouais, c'est ça. Mais si je les mets en dessous, c'est comme si je mettais juste ça. Là, c'est évidemment. Puis encore là, si tu les mets et tu regardes 4 secondes, il n'y a pas de problème. Si tu décides de regarder pendant 3 minutes de suite, ben là, assure-toi d'être bien protégé. Oui, c'est ça. Comme le vrai soleil. Comme le vrai soleil, exactement. Pas le faux quand même. Sur ce, On va continuer à répondre à des questions tant qu'il y en a. oui. C'est quoi les autres images que vous avez préparées dans vos annexes? Ben, vas-y. Ben là, j'ai juste sorti les dates des prochaines éclipses juste pour qu'on réalise encore plus que c'est pas un phénomène si courant que ça. Ça prend vraiment, comme on disait au début, l'alignement parfait. Puis, comme la Lune a un angle de 5 degrés par rapport au plan de rotation de la Terre autour du Soleil, la Lune n'est pas exactement dans le même plan, elle est un petit peu inclinée. Fait que des fois, ça se trouve, pas des fois, en général, ils ne seront pas les trois parfaitement alignés parce que la Lune, elle tourne comme ça. Fait qu'elle ne sera pas alignée. Là, j'exagère un peu le pourcentage de 5 degrés. Fait que ça va faire en sorte que des fois, la Lune ne sera pas bien placée pour cacher la lumière du Soleil. Fait que j'ai sorti les dates pour qu'on voit à quel point c'est pas si fréquent. Fait que la prochaine éclipse totale, c'est dans pas tout à fait 200 ans. On va avoir des éclipses partielles qui vont avoir lieu avec différents pourcentages d'obscurcissement. Éclipse annulaire, on ne l'a pas vraiment expliqué, mais c'est dans un autre dessin. Sinon, une des choses qu'on n'a pas discuté, mais pour les curieux, à date, on a parlé d'éclipses solaires, les éclipses lunaires, ça existe aussi. C'est très cool. Ça fait une lune qui devient rouge sang.
parce que la Lune va être dans l'ombre de la Terre à la place de la Terre dans l'ombre de la Lune. Mais ça, est-ce qu'on peut le regarder? Est-ce que c'est dangereux? Ce n'est pas dangereux, on peut le regarder à l'œil nu, parce que le Soleil va être derrière la Terre, et que c'est totalement sécuritaire. Pourquoi ça prend une teinte rouge? C'est un phénomène qui se passe dans l'atmosphère de la Terre, fait que la lumière qui se rend jusque la Lune, c'est la lumière qui est partie du Soleil, qui a comme été redirigée un petit peu à partir de la Terre. Et quand ça a été redirigé, c'est qu'elle est passée par l'atmosphère. Et quand on regarde le ciel, il est bleu clair. Fait que toute la couleur bleue de nos lunettes arc-en-ciel, elle est comme restée dans notre atmosphère, puis la lumière qui reste, c'est comme l'extrémité rouge. Fait que la seule lumière qui se rend à la Lune, ben, c'est la rouge. C'est un peu aussi la même explication pourquoi les couchers de soleil sont rouges. Fait que c'est comme le coucher de soleil sur la Lune. Façon de parler vraiment comme. J'ai tiré mon analogie un peu trop loin, mais on se comprend. Oh non! Ben, il y a juste compris avec nous. Il y a des gens à l'extérieur? Moi, il y a un cours qui commence dans 3-4 minutes. Oups, ok. C'est normal. OK. Ben, c'est normal, on est juste comme la 8-9e semaine de la session. On ne sait pas toujours encore son nouveau logo. Ça, on l'a déjà dit, c'est bon. Les éclipses annulaires, on n'en a pas parlé, mais ce que ça donne, c'est que, dans le fond, la Lune, par rapport au Soleil, va avoir une distance qui varie. Fait que parfois, elle est plus proche, parfois, elle est plus loin. Ce qui explique parfois des marées plus grandes, parfois des marées plus petites. Quand elle est plus loin, la taille qu'elle a est plus petite que le Soleil dans le ciel. Fait que ça fait en sorte qu'on voit un anneau de lumière. Fait que autant que pendant une éclipse totale, ça fait Voldemort qui se pointe, ben là, ça fait un petit peu plus Lord of the Rings. Fait que pour les gens qui préfèrent les références de ce type-là. Fait que là ça fait vraiment Lord of the Rings. Pouvez-vous m'expliquer le phénomène du halo? On voit le soleil et on voit le cercle là, et on voit à chaque extrémité du cercle comme s'il y avait deux autres soleils. Ça arrive, c'est le phénomène du halo. Si je me rappelle bien, c'est en lien avec l'humidité dans l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un veut me confirmer? J'ai aucune idée c'est quoi ce phénomène. Ben, le halo de lumière, c'est vraiment juste la lumière du soleil qui est comme diffractée dans Comme dans les l'atmosphère. premières images qu'on voyait, il y avait une espèce de lumière autour. Ah! Ça, c'est carrément juste la couronne solaire. C'est que la lumière du soleil n'est pas dans toutes les directions, puis même à une certaine distance, c'est aveuglant. Là. Mais ça, c'est pas le halo solaire. C'est pas de ça qu'il parle. C'est-tu dans l'une des premières images, l'éclipse totale, on voyait quand même la lumière autour? Non, c'est vraiment pendant le soleil, sans la lumière qui est diffusée dans l'atmosphère. Le plus souvent qu'on voit ça, c'est comme l'humidité qu'elle a dit, puis on le voit en hiver, puis sur le bord de l'océan. Ça veut des phénomènes de réfraction. C'est des phénomènes de réfraction des gouttelettes d'eau dans l'atmosphère. Fait que les gouttelettes d'eau vont rediriger la lumière. Fait que tu as le soleil qui est à un endroit, mais la gouttelette, elle a redirigé la lumière, fait que tu le vois à un autre endroit. Bon, ben, question hypothétique puis farfelue, je trouve, c'est ça le bon de savoir. Est-ce qu'on va voir la planète Nibiru? Je sais pas c'est quoi. La planète quoi? X. Ah, la planète X! Ah, si on va la voir, ben ça c'est carrément un autre domaine de recherche. La réponse c'est j'en ai aucune idée. Planète X. Parce qu'elle est assez loin en ce moment. Oui, mais il y a plein de recherches qui se font présentement sur la planète X, c'est quand même cool. De recherche, mais de X. Mais oui, t'as pas quelqu'un qui travaille là-dessus en astro, justement? Nibiru. Ça dépend, elle change de nom assez régulièrement. Mais on l'appelle généralement la planète X, qui est comme la 10e planète, celle qui serait au-delà de Pluton. C'est pas planète 9? Ça a changé parce que Pluton était enlevé. Ok, ouais, mais c'est Ouais. Bon, mais pas de. en je sais pas comment. Et pas, ouais. Es-tu officiellement détecté? Non. Non, c'est ça. La seule chose qui fait en sorte qu'on soupçonne qu'il n'y en aurait pas de une, c'est que gravitationnellement, certaines planètes éloignées n'ont pas de sens. Leur orbital n'a pas de sens. Ce que je trouve curieux dans cette histoire de cette planète-là, c'est qu'elle revient aux 3 ans à peu près. C'est de plus en plus court que c'était. Avant, ça pouvait être aux 10-3 ans. Et là, à cette heure, c'est rendu que 3 ans plus tard, on entend encore parler.
Là, c'est plus. On parle plus de la même affaire là-bas. Ouais, on parle plus de l'éclipse. Non, mais on parle même plus de la planète X, là. Oui, c'est la même planète. Non. Celle qui revient en tous les 3 ans, c'est une comète récurrente. Fait qu'il y a des comètes qui vont faire le tour du système solaire, ensuite faire le tour de la Terre une couple de fois, puis ensuite repartir faire le tour du système solaire. Fait que ça se peut. Je faisais juste montrer les autres images pour ceux qui voulaient voir Marianne. Ah, ça, c'est juste une très belle image qui est comme identique à celle qu'on avait au début, mais que je trouvais cool parce qu'on voyait les lumières variées. Puis l'éclipse annulaire, ça a lieu quand le compte d'ombre se termine, quelque chose comme ici. Donc, quand le compte d'ombre fait juste se terminer tout juste avant la Terre, ben, à ce moment-là, ceux qui sont dans la zone, juste comme en ligne avec le compte d'ombre, eux, ils vont voir l'anneau de soleil. Puis en fait, plus le temps avance, plus la Lune s'éloigne de la Terre. Fait qu'on va de plus en plus voir que des éclipses annulaires, de moins en moins d'éclipses totales. Puis dans genre 600 millions d'années, il n'y aura juste plus d'éclipses parce que la Lune va être rendue trop loin. Fait qu'elle va être comme trop petite par rapport au Soleil pour vraiment le cacher. On vit dans l'âge d'or des éclipses! Faut le savourer! On va profiter maintenant. C'est maintenant ou en 2005. Ouais. Puis en plus, le Soleil grossit un petit peu Ah oui, parce qu'il vieillit. parce qu'il vieillit. Fait que... Comme les humains. Malheureusement, on vit plus de... Ouais. Fait qu'il y aurait encore plein de choses qu'on pourrait raconter pendant des heures sur les éclipses, mais pour répondre à toutes vos questions, vous pourrez venir lundi au kiosque des étudiants d'astrophysique. Ouais. À partir de 11h environ. Vers 10h45, 10h30, 10h45, les étudiants d'astrophysique vont être prêts à répondre à toutes les questions. Ah, ben, j'ai hâte de le voir. Fait que n'hésitez pas si vous voulez envoyer vos étudiants pendant 15 minutes poser des questions ou les encourager à aller les bombarder de questions. Ils sont prêts pour ça. Pardon? Jusqu'à quelle heure les kiosques? Les kiosques vont avoir lieu jusqu'à environ 3 heures, 3 heures moins quart, parce que rendu là, on va sortir, puis on va aller sur le terrain sur le terrain synthétique. Puis à ce moment-là, les kiosques vont quand même être encore là sur le terrain synthétique. Les étudiants vont encore répondre aux questions, vont pouvoir circuler parmi les gens qui observent. Il n'y a pas de maltraitance d'étudiants, c'est pas les mêmes étudiants. Oui, non, il y a des rotations. C'est comme trois laboratoires différents dans la journée. Un étudiant ne sera maltraité pendant le processus. C'est comme les avertissements. En tout cas, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Je savais pas ça. Ouais. Alors, rassure-toi. Il ne fallait pas dire ça, là, parce que c'est moi le plus souvent qui va les ramasser. Fait que c'est ça, pendant l'éclipse, pendant comme le temps qu'on va être dehors, les étudiants vont quand même pouvoir continuer à répondre à des questions, puis les gens vont pouvoir aller leur poser des questions. Ils sont au courant que c'est fait pour ça. Puis après ça, ben, jusqu'à 5 heures à peu près. Leur TP finit vers 5 heures. Puis l'éclipse aussi va pas mal être fini. C'est ça le plan pour la journée. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intérêt. Transmettez la bonne nouvelle à tous et à toutes. Ça fait Et Sans le contexte. Allez transmettre la bonne nouvelle. Oui. Puis si jamais vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à essayer de nous trouver lundi. On va être là pour répondre à tout et même plus. Merci Sylviane. Merci. Merci. Ça nous fait très plaisir.